bonjour à tous. Bienvenue à la première édition du podcast d'Admisys, dans le fond, l'administration simplifiée. Mon nom, c'est Ronaldo. Ça va être la première fois que je fais cette édition-là, donc ce podcast-là. Mais je suis arrivé directement avec des poids lourds de l'industrie. On a déjà Giancarlo ici qui représente Thermopompe Québec. On a Mathieu, propriétaire de Demco Canada. Puis on a Youssef qui est propriétaire de Thermopompe Québec et de Habitech. Donc, je vais leur laisser expliquer exactement ce que font chacune de leurs entreprises. Mais le podcast d'aujourd'hui va vraiment discuter de quelque chose qui est très important, mais qui est très oublié, je dirais, dans l'industrie. Puis c'est la valeur du temps d'un entrepreneur. Donc, souvent, les entrepreneurs vont faire des soumissions ou bien faire des prix à des clients en se basant sur le produit final, en se basant sur les produits utilisés. Mais entre le moment où est-ce qu'il y a la demande de soumission, puis le moment où est-ce qu'il y a des travaux qui commencent, et même durant, il y a tellement de choses qui se passent, mais qui ne sont pas nécessairement considérées ni par l'entrepreneur dans certains cas, ni par les clients, que je pense que c'est quand même très important de discuter de ces choses-là. Donc, avant de trop aller dans le sujet, je voudrais bien une petite introduction supplémentaire de chacun d'entre vous, si ça ne vous dérange pas. Je vais commencer directement avec Giancarlo. Bonsoir. Merci de nous accueillir ce soir, Ronaldo. Ça fait plaisir. Fait que dans le fond, comme tu m'as présenté un petit peu plus tôt, moi, je représente Thermopompe Québec, qui est une des compagnies de Youssef, chez moi, qui représente un petit peu tout ce qui est l'équipe de la force de vente, la simplification du processus vraiment à travers la vente, l'achat et l'installation d'un système qu'on a uni nos forces avec Habitech. Puis, comme je te dis, moi, je gère. Parfait. Côté vente. Parfait. D'accord. Donc, merci d'être là. Mathieu? Je me présente Mathieu Gaudreau, président chez Demco Canada. C'est pas ma première apparition avec soumission de rénovation Admisys pour les podcasts. Ça fait 4 ans qu'on a l'entreprise. On a commencé avec la toiture. Après ça, on s'est dirigé vers des projets un petit peu plus complexes. Donc, on est rendu entrepreneur général. Okay. La force des choses a fait en sorte qu'on a ouvert une autre entreprise. Donc, je suis 50% actionnaire, LSCO, qui est au Saguenay. Donc, ça serait ça un petit peu là, ma présentation. Parfait. Donc, encore une fois, bienvenue. Comme il a dit, oui, il a mentionné la soumission rénovation qui est un des partenaires Admisys. Donc, on a eu le temps de se parler là, à travers les podcasts de cette entreprise-là. Puis, Youssef? Ouais, encore une fois, merci de nous accueillir ici. Ça fait plaisir. Moi, propriétaire justement de Habitech et de Thermopompe Québec, c'est sûr que Habitech est la compagnie à laquelle j'ai démarré il y a de cela 5 ans, auquel justement on a fait affaire avec énormément de gens au Québec, où est-ce que maintenant on s'est plus axé vers la spécialisation de l'installation seulement, puis faire en sorte qu'on soit capable de pouvoir travailler avec d'autres compagnies comme Thermopompe Québec. Là. Okay. On a eu un bon deal, fait qu'on a fait en sorte d'avoir toutes les installations de Thermopompe Québec et ainsi de suite, continuer de ça avec d'autres entrepreneurs pour vraiment se spécialiser sur le côté technique de l'installation. Parfait. OK, ben on va se lancer directement. Quand j'ai fait l'introduction, c'était pas juste pour vous lancer des fleurs, là, quand je disais que j'avais des poids lourds de l'industrie. La raison pourquoi j'ai dit ça, c'est que avec Admisys, le service qu'on offre, c'est un service d'administration. Donc, notre clientèle, c'est beaucoup des personnes qui ont des entreprises en construction, mais qui décident de porter tous les chapeaux. Donc, qui décident de tout faire de A à Z, que ce soit l'administration, les travaux, la vente, etc. Donc, le fait que vous avez certaines structures de mise en place, certains partenariats de mise en place, puis que vous avez une certaine longévité aussi, donc ça vient automatiquement avec de l'expérience dans l'industrie. Je pense que ça va amener dans la conversation peut-être des choses à considérer du côté entrepreneur, puis du côté client aussi. Donc, si je commence directement avec ma question, puis je vais vous mettre un petit peu là, sur le spot en bon français. Si je commence avec Giancarlo, tu sais, une question quand même assez générale, mais comment est-ce que tu évaluerais la valeur du temps d'un entrepreneur, ou est-ce que tu penses que les entrepreneurs réalisent réellement c'est quoi la valeur de leur temps? Absolument. Les entrepreneurs valorisent toujours le temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas recevoir. T'sais, une fois que c'est passé, c'est fini. Fait que l'important de tout ça, c'est justement pas le gaspiller, s'assurer qu'on avance toujours dans la bonne direction, peu importe que ce soit tout seul ou avec le reste de l'équipe, pour maximiser les efforts qu'on fait. Puis c'est bien évidemment
Ben, là, ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment gaspiller du temps. Tu sais, on connaît tous la fameuse phrase « le temps, c'est de l'argent », etc. Mais, puis là, je vais aller peut-être avec Mathieu. Est-ce que dans le processus de soumission, par exemple, ou bien dans tout ce qui est facturation, est-ce que le temps de l'entrepreneur est réellement bien facturé au client? Tu sais, je vous donne directement un exemple, là. Un entrepreneur qui doit aller voir un client qui est peut-être un peu plus loin que ce qu'il avait prévu, qui a besoin d'amener des matériaux pour pouvoir faire son évaluation, qui a peut-être besoin d'expertise pour certaines choses, etc., etc. Est-ce que tu trouves que c'est bien considéré et bien, dans le fond, facturé ou bien compris par le client à ce moment-là? Moi, je répondrais à cette question-là que c'est difficile pour un jeune entrepreneur de mettre un chiffre là-dessus. Moi, j'ai fait le calcul, peut-être que je me trompe. J'ai pris mon chiffre d'affaires dans une année. Je l'ai divisé par le nombre de journées qu'il y a dans une année, puis par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Comme ça, même si les revenus ou quoi que ce soit, c'est les employés, les gestionnaires, peu importe. Grosso modo, moi, qu'est-ce que je vaux? C'est, tout dépendamment des années, on s'entend, entre 150 et 225 $ de l'heure que je génère parce que c'est mon entreprise. Donc là, moi, je viens à me dire, quand je me déplace, quand je fais des plans, quand je fais des téléphones, quand c'est quoi? Ben, c'est ça que je vaux. C'est ça ma valeur. Parce que moi, j'ai vu dans une année qu'est-ce que je suis capable de générer avec une entreprise. Je l'ai rapporté à 1 heure. OK, durant 1 heure, Mathieu, ton entreprise, que ce soit les employés, ça, les signatures, c'est qu'est-ce que l'entreprise dont tu es propriétaire génère. Donc, moi, étant donné que je suis l'employeur, l'entrepreneur, toutes les tâches que je fais, je me dis, avec mon taux horaire, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? Comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, puis de refuser aussi des trucs. Exemple, une soumission, le client, il est à 2 heures de chez moi. Déjà là, juste me rendre, c'est 300 $. Parce que je ne suis pas en train d'écrire, je ne suis pas en train de faire des soumissions, c'est juste le trafic. Oui, dans l'auto, je peux faire des appels, je peux faire ça, mais c'est pas comme si j'étais au bureau. Fait en sachant ça, c'est plus facile pour moi de déléguer. Donc, je dirais que c'est vraiment important de voir qu'est-ce qu'on vaut, puis après ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on garde, puis comment est-ce qu'on évalue le temps qu'on passe sur un projet ou quoi que ce soit. 100% d'accord avec toi. Ouais. Puis, Youssef, si on peut rebondir un petit peu sur cette réponse-là de Mathieu, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment considéré par le jeune entrepreneur en général. Donc, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un entrepreneur, jeune ou pas, nouveau ou pas, puisse se retrouver dans une situation où est-ce qu'il est sous-payé par rapport à, dans le fond, à sa valeur, comme Mathieu vient de le décrire? Qu'est-ce qui ferait en sorte que ces erreurs-là puissent se passer? Premièrement, je tiens à souligner que c'est quand même une bonne manière de voir les choses, justement. De mon côté, je vois un peu les choses différemment parce qu'on est tous des êtres humains, puis je pense qu'on a toutes des forces puis des faiblesses. Puis je pense que la première chose de l'entrepreneur qu'il doit réaliser, puis ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, laisse faire tes faiblesses, mets-les de côté, puis focus sur tes forces. Puis entoure-toi justement de gens qui vont être capables de pouvoir combler ces faiblesses-là. Donc, il y a des entrepreneurs qui commencent justement, puis on va pas se le cacher, la majorité des entrepreneurs, surtout dans le milieu de la construction, c'est souvent des entrepreneurs qui ont commencé dans le milieu technique, au niveau de l'installation directement. Donc, leur force, on le sait, c'est le terrain. C'est de s'assurer que la job soit bien faite. Il y en a d'autres qui, plus dans mon cas à moi, où est-ce que moi, ma force, c'est plus le niveau de la vente, le niveau du marketing, l'administration. Donc, c'est là où est-ce que je vais focaliser justement mon temps à faire en sorte de pouvoir vraiment déléguer le côté technique pour laisser les meilleurs que moi à le faire et moi vraiment focusser sur quoi je suis le meilleur dedans. Donc, je pense que c'est un peu ça que chaque entrepreneur a l'évaluation à faire et de regarder quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Tout le monde en a, là, il n'y a personne de parfait dans ce monde-là. Et de faire en sorte justement de focusser sur ses forces et d'engager autour de lui les gens qui puissent combler ses faiblesses. Donc, je pense que c'est comme ça que tu peux être capable de pouvoir voir un peu la valeur de qu'est-ce que tu es capable de pouvoir amener dans l'entreprise. Et surtout que les entreprises qui commencent, des fois, ils ne commencent pas nécessairement avec un bureau, ils ne commencent pas nécessairement avec des employés à l'interne. Donc, c'est sûr que leur coût administratif n'est pas le même, mais au fur et à mesure justement qu'ils avancent, ils n'ont pas le choix justement d'être capables de pouvoir engager pour être capable de pouvoir combler le volume. Et c'est là où est-ce que leur coût administratif commence à augmenter et peut-être qu'ils devraient regarder justement leur prix par rapport à ça. D'où la raison de pourquoi si tu engages une grosse compagnie, ça ne va probablement pas être le même prix que si tu engages l'entrepreneur qui vient juste de commencer. 100%. Puis je vais faire un espèce de melting pot de vos trois réponses parce qu'il y a vraiment des aspects intéressants dans chacune d'entre elles.
Parce que si on regarde ce que Giancarlo dit, c'est que l'entrepreneur le sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, l'entrepreneur le sait que le plus rapidement je suis capable de faire quelque chose, le plus je peux optimiser, dans le fond, mon retour sur investissement. Tu sais, de l'autre côté, tu as le fait que, Mathieu, comme il dit, je sais ce que ça vaut 1 heure de mon temps. Donc, ça me permet, dans le fond, de choisir où est-ce que je vais investir ce temps-là. Puis, en plus, tu as Youssef qui dit, mais en plus, je sais où est-ce que sont mes forces. Donc, c'est sûr que si je veux prendre en charge une tâche qui ne fait pas partie de la catégorie force, mon taux horaire, il ne change pas. Ça reste mon taux horaire, mais le temps que je vais prendre pour accomplir la tâche va être plus long parce que ça ne fait pas partie de mes forces. Puis là, je perds l'optimisation dont parlait Giancarlo dès le début, tu sais. Donc, si on regarde ça sous cet angle-là, la journée commence là, le lundi matin. Tu sais, le lundi, pour presque toutes les industries, c'est la journée où est-ce qu'il y a le plus de choses à faire. Comment est-ce que vous faites, puis là, je laisse ça en question ouverte, comment est-ce que vous faites pour prioriser les tâches que vous avez à faire pendant cette journée-là? Parce que même si on trouve c'est quoi nos faiblesses puis qu'on réussit, dans le fond, à les déléguer, il faut quand même gérer ou bien, tu sais, quand même regarder ce qui est fait ou bien, tu sais, il faut quand même gérer cet aspect-là qu'on a délégué. Comment est-ce que vous faites pour savoir, dans le fond, c'est quoi mes priorités, moi, dans ma journée? Moi, je vais commencer par répondre. Moi, c'est simple. Le lundi, je suis un pompier. J'éteins des feux. Le lundi, je suis avec mon boyau. J'attends que l'incendie arrive. Là, dès qu'il y a un incendie, je suis prêt. J'ai mon boyau. Que ce soit un employé malade, un client mécontent, quelqu'un qui a voulu me rejoindre la fin de semaine ou un bris d'équipement, un fournisseur qui a besoin de détails sur une commande, peu importe. Moi, je sais très bien quand je me couche le dimanche, le lundi, Mathieu, on est des entrepreneurs, on a toujours plein de chapeaux. Le lundi, c'est mon chapeau de pompier. Ouais. J'attends avec le boyau, j'attends les urgences. Ouais. C'était les feux. En tant qu'entrepreneur, surtout quand on a une entreprise, il n'y a rien de plus incertain qu'un plan. Si tu te fais un plan durant la fin de semaine pour ton lundi, c'est sûr qu'il va être scrap. C'est sûr. Fait que c'est pour ça que moi, le lundi, je suis un pompier. J'éteins des feux. Le mardi, là, je commence à faire mon plan pour la semaine. Mais le lundi, je t'enroule pompier. Je comprends. Fait qu'il n'y a pas de rencontres importantes qui sont planifiées le lundi. Non, parce que même si j'essaie de vouloir rencontrer des clients, il peut y avoir une urgence qui sort. Ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner. Le lundi, on est en mode pompier. Puis tous ceux qui vont nous écouter, je vous invite à faire de même. Ou si vous êtes capable de ne pas être en mode pompier, que ça va bien, tant mieux, chapeau. Mais moi, où est-ce que je suis dans mon entreprise, le lundi, il faut tout le temps que j'ai mon boyau. Il faut que j'ai mon boyau très près. Je suis vraiment très curieux. Je suis content, en fait, de te dire ça parce que je suis un peu du même avis. Les lundis sont toujours les journées où est-ce que tu as des surprises qui ont apparu la fin de semaine, puis les lundis, justement, tu dois éteindre des feux. Fait que c'est vrai, on joue tout un petit peu le rôle, puis je suis très content que tu aies dit ça parce qu'au départ, quand j'ai démarré justement l'entreprise, les lundis matins étaient mes journées de meeting. Étaient mes journées administratives où est-ce que je réunis l'équipe puis je fais en sorte de pouvoir organiser la semaine, vérifier justement c'est quoi les points importants, les urgences justement à régler durant la semaine. J'ai changé ça. Premièrement, moi non plus, je prends jamais de meeting extérieur de mon bureau, avec qui que ce soit un lundi. Si quelqu'un me pose la question, mardi. Et ça a fait en sorte justement que j'ai viré de bord justement mes meetings pour faire en sorte qu'au lieu qu'ils soient le matin, ils sont en fin de journée. Comme ça, on a le temps de tout éteindre les feux. On a fait en sorte de finir notre journée, puis en fin de journée, on est capable de pouvoir avoir justement notre petit meeting de 1 heure pour être capable de pouvoir planifier le reste de la semaine et 100% qu'il y a des trucs qui se rajoutent sur le lundi qu'on vient de vivre en ce moment, qu'on fait en sorte de rajouter justement dans le meeting. Fait que, c'est effectivement ça. Le lundi, là, c'est vraiment une journée éteinte des feux. Tu peux pas mieux le dire que... Non, je suis rendu lieutenant de caserne. Des fois, on n'a pas le choix. Puis tu sais, ça, c'est votre temps, votre planification ou le fait de ne pas pouvoir planifier un lundi. Il y a toujours l'aspect humain aussi qui se rajoute. Quand je dis l'aspect humain, quand on gère non seulement notre calendrier, mais le calendrier de d'autres personnes. Tu sais, Giancarlo, je sais que toi, tu dois gérer des vendeurs, par exemple. Exact. Right? Donc là, tu as comme 2 niveaux de gestion parce que au bout, tu as un client qui attend un certain service. En haut, dans le fond, il y a vous qui avez vendu un service. Puis entre les deux, tu as peut-être soit des installateurs, soit des vendeurs ou des représentants qui ont fait soit la prise de contact ou qui vont aller, dans le fond, rencontrer le client. Donc, comment est-ce que toi, tu peux gérer 3 niveaux de
potentiel changement, dans le fond? Comment tu fais ça? C'est simple, mais c'est pas facile. Dans le fond, faut quand même avoir une certaine organisation dans ton horaire, surtout les lundis, parce qu'il y a toutes des petits pas de trip qui se sont passés durant le week-end. Il y a des nouvelles installations qui sont prêtes à être installées. Fait que vraiment, j'y vais en ordre de priorité, comme que Mathieu a mentionné, vraiment quelque chose qui ne peut pas attendre à plus tard durant l'après-midi, on attaque tout de suite. Une fois que ça s'est fait, les choses qui sont, disons, un petit peu moins urgentes, qui est peut-être la gestion de céduler les installations, des choses comme ça, je laisse peut-être plus après tous les problèmes qui sont arrivés le lundi matin, par exemple. OK. Puis, quand tu parles de choses, peut-être des imprévus qui se sont passés, si je parle de, je sais pas moi, un installateur qui n'est pas disponible, puis un client qui lui avait donné une seule disponibilité ou peu importe, est-ce que vous avez une structure en place pour avoir quelqu'un d'autre qui peut couvrir ou c'est beaucoup plus de la gestion au niveau client pour, dans le fond, soit vous excuser puis replacer un autre rendez-vous? Est-ce que c'est un mélange des deux? Qu'est-ce que vous priorisez dans votre entreprise? C'est un petit peu un mélange des deux. Dans le fond, dans certaines occasions, on n'a pas le choix de devoir planifier si la job est quelque chose de trop gros ou c'est pas juste un joueur qui peut attaquer. Fait que si, dans le fond, on a la chance que juste une personne peut aller sur l'installation, on l'envoie quand même, puis au pire, on l'étale sur 2 jours. Mais si c'est une grosse job, quelque chose qu'on n'a pas le choix, on fait la gestion client. Il y a eu un petit imprévu avec les installateurs, on va devoir réinstaller, peut-être lui proposer un petit... quelque chose, un nettoyage gratuit ou quelque chose pour le satisfaire. Ouais. OK. Ouais, on fait ce qu'il faut. Puis d'après vous, là, tout le monde, ce serait quoi les erreurs les plus fréquentes dans la partie soumission pour un nouvel entrepreneur? Encore dans l'optique, dans le fond, de ne pas nécessairement prendre en considération la valeur du temps en tant que tel, mais souvent on se dit, tel entrepreneur a fait tel prix, si je peux être en dessous, je vais avoir le contrat. Ouais. Puis on le voit là avec, que ce soit Admisys ou Soumission Rénovation, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent la saison en force, qui obtiennent des centaines de contrats, puis ils sont super contents. Puis à la fin de la saison, ils sont comme, ils tournent la pancarte de open and closed. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des erreurs ou quelles seront les erreurs les plus fréquentes pour des nouveaux entrepreneurs dans la partie soumission? Je vais commencer celle-là, si tu permets, mais je te dirais que je suis content que tu aies dit ça. On a vécu ça, c'était cette saison, non, la saison passée, où est-ce qu'on a vu un entrepreneur il a carrément cassé les prix. Tu sais, ça arrive, puis il y en a beaucoup qui font comme ben là, tu sais, je sais pas comment ils réfléchissent en tant que tel ou comment ils font leurs calculs, mais ils disent, ben c'est pas grave, au pire, je vais être pas trop gagnant en ce moment. Mais au moins, je vais être capable de pouvoir aller chercher du volume, puis je vais combler avec le volume. Moi, je pense que quelque chose qui est très mal calculé, c'est surtout en tant que détendeur de licence RBQ, on a des responsabilités envers les jobs. Okay. Dépendamment de quel domaine dans la construction, nous, on est dans le domaine des thermopompes, donc il y a des garanties en lien avec les équipements. Donc, il faut que tu sois capable de, si jamais il y a un bris, il faut que tu retournes. Ça doit être calculé. Et souvent, le prix est en considération justement avec les garanties. Donc, quand tu coupes tes prix, tu te retrouves à avoir beaucoup de clients que, oui, ils sont attirés par toi justement pour être capable de pouvoir faire ton installation. Et qu'est-ce qui arrive par la suite, c'est que tu as beaucoup de réparations qui viennent souvent pas la même année, mais qui viennent 2, 3 ans, 4 ans après, auquel tu es obligé de faire face dessus. Puis ça a été une de mes plus grosses erreurs que j'ai faites au départ, où est-ce que, puis maintenant je le réalise avec la longue, où est-ce qu'au début, pour faire différent de tout le monde, on a offert 10 ans de garantie, incluant la main-d'œuvre à tout le monde, tu sais. C'est alléchant, ça. C'était attirant, les clients, ils voulaient faire en sorte de moi, je t'aurais pris, là. Je t'aurais pris, c'est ça. Puis quelqu'un d'intelligent a fait comme, ouais, OK, t'oses dire ça, 10 ans de main-d'œuvre, parfait, fais-le. Et puis malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, justement, c'est que tout profit qu'on aurait pu faire a complètement été effacé et même plus parce qu'on est obligé d'honorer justement les garanties qu'on a dit aux clients. Puis ça, c'était quelque chose qui n'a pas été calculé parce que tu ne peux pas prévoir les problématiques qui vont arriver plus tard. Ça, c'est quelque chose qui doit prendre en considération. Tu dois garder un certain coussin de sécurité pour faire en sorte justement de couvrir ce type de coûts-là auquel on dit qu'il faut prévoir l'imprévisible. Ouais. Puis ça, c'est justement en mettant en sorte de mettre un certain coussin de sécurité, là. Ouais. 100%. Moi, je dirais l'erreur quand on fait des soumissions dans la vague. Je vais parler avec l'expérience. Ça fait pas longtemps que je suis en affaires, ça fait moins de 10 ans. Je dirais que l'erreur du jeune entrepreneur, il veut vendre. Il veut pas éduquer et informer.
Quand j'ai commencé à éduquer et informer les clients, je vendais plus que quand je voulais vendre. Je pourrais élaborer longtemps là-dessus, mais tu sais, quand on arrive, tu sais, on fait de la visualisation, on veut vendre aux clients, on veut. Des fois, on dit, crime, la technique est bonne, je comprends pas pourquoi, mais moi, j'ai remarqué avec l'expérience que quand tu es capable d'informer le client, quand tu es capable d'éduquer le client, d'y montrer une plus-value dans qu'est-ce que toi, tu vas faire, la vente, elle vient automatiquement avec. Peu importe le prix que tu fais. Pour venir avec ce que Youssef disait, couper les prix, j'ai tout baigné là-dedans. J'ai étudié le marché, puis je me suis dit, crime, il y a des clients que eux, c'est pas nécessairement le prix qu'ils veulent, c'est garantie ou des trucs comme ça. Fait que quand on est capable d'informer puis d'éduquer, je le répète, éduquer son client, on est capable de pas casser ses prix, puis on est capable de ne pas tomber dans l'espèce de sphère de j'ai fait des prix plus bas, donc là, il me faut du volume. Puis là, c'est une sphère qui finit plus. Ouais. Donc, moi, ça serait ça, mon conseil avec l'expérience. Il faut éduquer les clients. Il ne faut pas leur vendre quelque chose, il faut les éduquer. Ouais, c'est un très bon point quand même. Tu sais, c'est sûr que le client moyen, il ne va pas nécessairement savoir. Tu sais, il sait ce qu'il veut, entre parenthèses, mais sans connaître ce que ça prend pour avoir ce qu'il veut. Comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast, moi, mon plus gros compétiteur, c'est le beau-frère. Ouais, mais mon beau-frère, il m'a dit que... Non, mon beau-frère, il est capable. Mon beau-frère, là, il faut que j'éduque pour lui faire comprendre que son beau-frère, c'est pas pour rien qu'il n'est pas dans la construction. Ouais. Tu sais? Moi, je les appelle les Bob le pick-up. Bon, Bob le PSA, ça donne un beau-frère aussi. Tu vois? Mais, tu sais, ça, on en rit, mais, tu sais, de mon côté, Bob le pick-up, ça a toujours été un terme qu'on a utilisé pour justement la personne qui dit qu'elle est capable, puis qui, des fois, ça réussit, des fois, ça réussit pas, mais, tu sais, des fois, sa solution, c'est genre du duct tape, etc. Ouais. Mais plus j'ai travaillé avec les plateformes comme Soumission Rénovation, puis maintenant Admisys, plus je remarque que des fois, il y a vraiment juste l'éducation dont tu parlais que tu offres aux clients. Des fois, c'est ça qui manque à l'entrepreneur qui présentement est considéré comme étant un Bob le pick-up, puis que dans un an, avec un peu de structure, il peut vraiment changer la donne. C'est justement s'il évite de faire certaines erreurs ou s'il met son attention vers d'autres choses. Je parlais à un moment donné avec un entrepreneur qui, sur papier, son plan, il était solide. Voilà, j'ai ces projets-là que je vais faire, j'ai ces matériaux-là qui vont m'être livrés parce que je me suis négocié un bon prix avec le manufacturier. Je me suis laissé 1 semaine et demie entre mes projets. Fait que là, je vais pouvoir faire ça. Puis là, à la fin de l'été, mon revenu, ça va être tant, puis ça va aller bien. Puis là, boum, un délai de livraison de 3 semaines. Son plan marche plus. Ben, c'est comme que Mathieu l'a dit, là, ça sert à rien de planifier. Non, il n'y a rien de plus incertain qu'un plan. Ouais. Ça, c'est des erreurs qui sont normales dans le parcours d'un entrepreneur. Mais quand quelqu'un arrive avec un plan tout bien fait, je me dis, pauvre petit, il ne sait pas qu'il va arriver un pépin en cours de route. Il arrive tout le temps quelque chose. Exactement. Ouais, c'est un peu, ça fait partie de prévoir l'imprévisible un peu. Ouais. Tu dois prévoir que ton plan risque de ne pas fonctionner. Mais ça fait un peu peur si on n'a pas, dans le fond, des personnes qui peuvent nous donner de l'information parce que, d'après moi, la seule façon de prévoir l'imprévisible, c'est d'avoir fait face à l'imprévisible. Fait qu'un entrepreneur qui commence, tu sais, la pire chose à faire, là, tu me dis que c'est comme on dit en anglais, damned if you do, damned if you don't, parce qu'un entrepreneur qui n'a pas de plan, il ne va pas non plus se rendre loin. Sauf que s'il ne prévoit pas que son plan risque d'avoir des pépins, il risque de frapper un mur aussi. Fait qu'il faut une espèce d'équilibre entre les deux qui est très difficile à trouver si tu n'as pas une espèce de processus d'éducation ou de mentorat ou si tu n'as pas pu voir. Parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, là. On m'a toujours dit que quelqu'un qui apprend de ses erreurs, il n'est pas con. Mais le gars qui est vraiment intelligent, c'est celui qui est capable d'apprendre des erreurs de quelqu'un d'autre. Si tu les as pas vues ou s'il y a personne qui t'a fait part de ces erreurs-là, ça va être très difficile, dans le fond, de s'ajuster. C'est pour ça que je pense que s'il y en a qui nous écoutent présentement, vraiment prenez-en note parce que je pense pas qu'il y a personne qui donne cette information-là parce qu'ils ont commencé jour 1 puis qu'ils savaient déjà quel imprévu allait se passer jour 38. Là. Il a fallu qu'ils fassent face
à ces imprévus-là pour le savoir, mais peut-être que si vous le prenez en considération, vous allez l'éviter, vous, de votre côté, là. Mais vous, sachant qu'il y a des imprévus, sachant que vous devez vous planifier ou faire face à ces potentiels imprévus-là, comment est-ce que vous faites pour que les clients acceptent le fait qu'il puisse arriver des imprévus pendant leur projet? Parce que le client, lui... Ah, il l'accepte pas. il l'accepte juste pas. Jamais. Je pense que c'est... puis juste pour soulever un petit point, justement, préciser, il y a une grosse différence entre avoir une stratégie et avoir un plan. Parce que, justement, il n'y a aucun entrepreneur, je pense, qui va y aller juste à l'aveuglette puis il va dire « OK, je me lance là-dedans » sans nécessairement avoir une certaine stratégie. Avoir un plan détaillé où est-ce que de 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça. Ça, je fais pas ça, honnêtement, mais il y a quand même une stratégie derrière ça. Une vue d'ensemble, oui. Ça, c'est sûr à 100%. Puis je pense que c'est un peu le point qu'on voulait amener, justement, c'est que des fois, on n'a pas le choix. Les clients, ils n'acceptent pas. Je donne un exemple très précis où est-ce que cette année, on a vécu ça. Gros manque de machinerie. Mes 2 plus gros fournisseurs ont manqué de machines. Puis c'était toutes mes ventes qui étaient accumulées qu'on devait faire des installations. Puis aucun des 2 fournisseurs ont des machines. Ils ont tous des délais d'au-dessus de 3 mois. Puis notre saison en air climatisé, c'est ça, tu sais. On a 2 choix. Soit on pleure ou on trouve des solutions. Puis je pense que c'est un peu ça la qualité de l'entrepreneur, c'est qu'il faut que tu agisses vite. Puis que tu sois débrouillard à être capable de trouver des solutions. Ça sert absolument à rien de se lamenter puis de commencer à parler aux fournisseurs puis de appeler. Non, il ne va pas t'en trouver de machine. Trouve une solution vite. Puis ça a été un peu ça notre réaction de notre côté. C'est il y a ça qui t'arrive qui est parfait. Réagis tout de suite. Fais en sorte de pouvoir trouver une autre machine qui est disponible. Appelle les clients puis on essaie de faire en sorte de pouvoir les faire changer d'équipement tout de suite en leur offrant peut-être quelque chose d'extra ou de leur offrir une machine un petit peu plus performante. Mais au même prix de ce qu'eux, ils avaient sous un autre brand, dans le fond. Fait que c'est un peu comme ça que je pense que ça vient avec la qualité de l'entrepreneur, c'est d'être capable de pouvoir transformer le problème en... Des fois, on les transforme en opportunité puis ça devient même plus rentable. Mais ça, c'est vraiment avec un peu la qualité. Ça. Exactement, ouais. Puis, c'est avec l'expérience, OK. Fait que non, c'est ça, je te dirais que le plus important, c'est vraiment d'être capable de trouver des solutions rapidement. C'est ça, un entrepreneur, c'est un gars qui trouve des solutions. Très bien dit. Très bien dit. Puis, question que je posais, puis je pense qu'on va pas mal finir avec cette question-là parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en faire, dans le fond, un podcast de 3 heures si on le voulait. Puis, honnêtement, je voudrais bien qu'on puisse se faire une partie 2 à un moment donné. Peut-être pas nécessairement filmer, mais quand même continuer la conversation parce qu'il y a quand même beaucoup de points qu'on n'a pas nécessairement touchés. Mais un point que je trouve qui serait important, qu'est-ce qui pourrait permettre à un nouvel entrepreneur de décider c'est quoi un projet que je peux ou que je dois refuser? Parce que je pense que c'est difficile quand tu viens de commencer de dire non à quelqu'un qui est prêt à te payer pour quelque chose. Mais des fois, c'est parce que tu as dit oui à quelque chose que... Tu vas trouver une solution. Non, mais si tu dis oui à tout ce qui se présente à toi, tu viens peut-être de dire oui à un problème que tu voulais pas. Puis le fait que tu aies dit oui à ça, tu sais, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de pouvoir déterminer non, ça a de l'air beau, oui, je vois ton chèque, mais non. Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir refuser justement des contrats comme ça? Je pourrais penser peut-être que le point de Mathieu a soulevé un petit peu plus de bonheur, tu sais, quand il calcule un petit peu, voici ce que mon temps il vaut. Si tu arrives sur une job justement, puis tu as l'option de dire, OK, c'est bon, je l'accepte, mais ça vaut pas ce que mon temps il vaut, ou il va pas nécessairement avoir autant de profit versus un autre job qui va avoir plus de profit, qui va plus valoir la peine, mais à ce moment-là, tu pourras mieux prendre ta décision un petit peu là-dessus. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que pour ma part, moi, je dirais que après 30 secondes, si avec le client, je vois que la chimie n'est pas là, chèque ou pas chèque, je m'en vais. OK. Est-ce que tu pouvais faire ça dès le début? Au début, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Puis c'est là que le piège est. Parce que des fois, il y a des clients, autant que des entrepreneurs, qui ne sont pas de bonne foi. Ils se disent, cet entrepreneur-là, là, il veut. Je vais essayer de le mettre dans une situation qui n'aura pas le choix de revenir, puis de m'en donner. Je ne dis pas que tous les clients sont comme ça. Mais quand on commence, des fois, il y a des clients qui sont capables de flairer ça. Fait que, tu sais, je dirais que quand c'est trop beau, là, je dis ça aux jeunes entrepreneurs, quand c'est trop beau, puis qu'il n'y a pas de problème, comme Youssef a dit, parce qu'il l'a dit, notre job, c'est de régler des solutions. Quand on ne voit aucun problème,
il faut se sauver de là. Il faut se sauver de là. Quand c'est trop beau, le client il est gentil, il te donne une tarte aux pommes, il te donne... non, mais qu'est-ce que je veux dire? Il te donne plein de choses. Il fait un premier déboursé, l'argent est là. Quand il n'y a pas de problème, il faut garder en tête que dans tout ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, il y a tout le temps un pépin. S'il n'y a pas de pépin jusqu'à présent, c'est parce qu'il n'est pas arrivé encore. Qu'il soit gros comme ça ou gros comme ça. Fait que moi, le jeune entrepreneur, je dis quand c'est trop beau tout de suite au début, il faut faire attention. Que ce soit avec un sous-traitant, un client ou un gros entrepreneur qui se garde, j'ai 70 maisons à te donner, à faire la plomberie. On commence, hey là, wow, ce projet, il faut faire attention. Faites attention. Moi, je pense beaucoup que, justement, c'est sûr que ça dépend dans quel domaine que tu es, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire « Ouais, viens travailler avec moi, on va te donner autant de jobs. » Fait que là, tu rentres dans le rêve un peu de « OK, ce gars, lui, il va me faire vivre. » Mais finalement, tu réalises que c'est pas la réalité, tu sais. Puis souvent, je pense qu'un des gros problèmes, c'est que les gens, ils veulent attaquer trop des gros projets rapidement. Puis ça, c'est quelque chose auquel que, nous, c'est sûr que Habitech a des grandes visions. On veut faire en sorte de pouvoir rentrer justement dans les constructions neuves. On veut rentrer dans les gros projets commerciaux. C'est sûr qu'à un moment donné, on va faire en sorte de pouvoir rentrer là-dedans. C'est juste qu'on n'est pas prêt. Donc, quand j'ai des projets, puis c'est souvent ça qui est arrivé, « Ah, OK, tu fais ce type de projet-là, parfait, ben regarde, j'ai beaucoup de projets justement là-dedans. » Je dis tout de suite, non. Quand je vais être prêt, je vais te le dire. Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas prêt parce que je crois qu'on a une seule chance de faire une bonne première impression. Puis ce type d'entrepreneur-là, quand tu as le contact dessus, ben gâche-les pas avec une job mal faite. Assure-toi justement d'attendre que tu sois capable de pouvoir avoir le bon staff pour être capable de pouvoir faire ça. Puis ma philosophie là-dedans un peu, c'est que si je m'embarque dans quelque chose que j'ai jamais fait, ben je veux avoir la personne qui est expérimentée à avoir déjà fait ça avec moi pour le faire. Pour ajouter, excuse, je t'interromps parce que je nous écoute nos trois, je me dis, hey, si j'aurais commencé là, puis j'aurais eu nos trois ici à côté de moi me donner des conseils, je serais déjà Mais c'est ça qui arrive, entrepreneur. Là, on parle, on discute. OK, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais au début, quand on commence, on ne sait rien de ça. Vous savez pas ça, c'est ça. On ne sait rien de ça. Là, on parle au micro, je ne sais pas combien de temps le podcast qui dure, mais ce qu'on dit en 45 minutes, 1 heure, ben, c'est des années d'expérience, là. Des journées, des heures, des mal de tête, c'est tout ça là, qu'on résume là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'étais avec des entrepreneurs, puis on parle, je me dis, il dit quelque chose si j'aurais su ça avant. Ouais, puis que je l'aurais appliqué. C'est exactement pour ça que je le fais, le podcast, parce que ça peut vraiment aider des gens. Puis je vais finir en rebondissant sur ce que vous venez de dire, sur le pourquoi des fois il faut dire non, puis tout ça. Une erreur que je trouve que les entrepreneurs font, puis tu sais, je dis, on parle vraiment d'entrepreneurs en construction, mais ça s'applique vraiment à tout type d'entrepreneur. C'est qu'on ne réalise pas des fois que le fait qu'on ait dit oui à quelque chose, le temps qu'on va prendre pour réaliser cette chose-là, il y a plein de choses auxquelles on est obligé de dire non. Fait que c'est comme d'accepter ce projet-là fait en sorte que je ne suis pas disponible pour avoir l'autre opportunité. Fait que ça avait l'air alléchant d'être 1 mois sur un chantier pour X nombre de milles, mais pendant ce mois-là, peut-être qu'il va y avoir 8, 9 propositions de plus petits chantiers, mais que mises ensemble vaudraient plus que le mois. Donc, de ne pas calculer la valeur de l'opportunité perdue, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important à considérer pour les entrepreneurs aussi, mais c'est juste difficile à faire là, dès le début. Donc, ouais, écoutez, comme je dis, moi, je voudrais bien faire une partie 2 de cette conversation-là parce que vous avez ben trop d'années d'expérience pour qu'on puisse, dans le fond, trop résumer la conversation d'aujourd'hui. Fait que je vais vous dire encore merci d'avoir participé au podcast. Je répète, on a Giancarlo pour Thermopompe Québec, Mathieu de Demco Canada, puis Youssef, là, je peux dire Habitech et Thermopompe Québec. Donc, la fusion des deux est assise juste à côté de moi. Puis encore une fois, Ronaldo de Admisys. Je vais faire d'autres podcasts. Je ne sais pas si ça va être à chaque semaine ou à chaque mois, mais j'ai l'impression que c'est le genre de conversation qui peut aider des nouveaux entrepreneurs à aller à un autre niveau, qui peut aider des entrepreneurs qui arrivent à un certain niveau à le maintenir, puis aider des entrepreneurs qui ont dépassé ces niveaux-là à se faire des connexions, puis à pouvoir encore plus grossir. Donc, je vous dis à la prochaine, tout simplement.